Bienvenue au Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Au sommaire pour vous cette semaine, à Grande-Rivière, on plonge au cœur du centre de tri. À Rivière-à-Pierre et à 32 autres endroits au Québec, les automobilistes roulent sur une écoroute d'hiver. À Thetford, on entre dans une nouvelle ère de développement. Au massif de Petite-Rivière-Saint-François, on ne lésine pas sur les moyens pour fabriquer de la neige artificielle. De Passepébiac à Chandler et également de la Gaspésie à l'Outaouais, c'est la guignolée. Partout au Québec, depuis 40 ans, c'est l'opération Nez rouge. À Joliette, le Grand Orchestre accueille la chorale de l'École des Cascades de Rawdon. Mais pour commencer cette émission, on va aller rejoindre Marc Després de Télémétis qui nous présente la programmation de la 27e édition du Téléradioton de la ressource qui aura lieu le 21 janvier prochain à Rimouski et qui sera par la suite diffusée sur toutes les télévisions communautaires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Madame Sirois, c'est un rendez-vous annuel parce qu'il y a un bel événement qui sera de retour déjà pour une 27e année. Oui, une 27e année déjà de ce bel événement-là. On est vraiment très heureux encore une fois cette année, une belle brochette d'artistes, plein de beaux gens qui s'impliquent, donc on est vraiment très privilégiés. Et il faut dire que ce fameux Téléradioton de la ressource, là, c'est un événement, un incontournable, parce que bon, c'est important pour vous, oui, mais aussi c'est un bel événement en soi. Oui, c'est un bel événement. Ce qui est vraiment bien, je pense qu'en janvier, là, les gens sont habitués maintenant de voir arriver le Téléradioton de la ressource et tout ça. Oui, il y a tout le côté financement dont l'organisme a besoin pour venir en aide à ses membres, mais il y a aussi le fait qu'en janvier, si on veut, les personnes handicapées puissent être vues, puissent se faire entendre, qu'on puisse parler de leur quotidien, qu'on puisse démontrer aux gens à quel point ces gens-là sont tous égaux, on est tous pareils, puis qu'on doit vivre dans l'inclusion également. Donc, c'est, je vous dirais, quelque chose de plaisant. On a du fun, on a du plaisir à faire ça, on est avec des belles personnes, mais il y a aussi tout ce côté-là où on peut laisser la place puis laisser la parole aux personnes handicapées puis à leurs proches aussi. Et il faut dire que pour vous, votre organisme, là, c'est important parce que c'est quand même 326 000 $ qui a été ramassé l'année dernière. Oui, 326 000 $ qui a été amassé l'année dernière. Notre objectif de cette année est à 300 000 $ avec le conseil d'administration qui sont très réalistes et qui savent à quel point là, tout est difficile par les temps qui courent et tout ça, la récession et tout ça. Fait on garde notre objectif à 300 000 $. Si on le dépasse, on est toujours très, très heureux de le dépasser parce que plus on en a, plus on peut en redonner, comme dirait un vieil adage, une vieille annonce publicitaire. Mais c'est vraiment ça qui arrive. Puis au fil des dernières années, on a été vraiment privilégiés, on a été vraiment chanceux. Ça nous a permis, ces argents-là supplémentaires, de pouvoir développer des nouveaux services. On a des nouveaux projets qui s'en viennent également là, dans la prochaine année. Donc, c'est un plus pour tout le monde. Au final, les personnes handicapées et leurs familles en profitent également. Et qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans la dernière année? Bien, dans la dernière année, je vous dirais qu'on a consolidé un nouveau service qu'on a mis en place qui s'appelle le répit La Ressource. C'est un répit longue durée pour des personnes lourdement handicapées qui sont difficilement sortables de chez eux, qui ne peuvent pas être déplacées parce qu'ils se désorganisent ou parce qu'ils ont trop d'appareillage. Il y a des familles qui nous ont témoigné là, à quel point ça avait changé leur vie depuis la naissance de leur enfant, qui n'avaient pas, il y en a certains qui n'avaient jamais eu une journée de repos, une journée de répit. Là, ça peut être de 7 à 14 jours par année dont ils peuvent bénéficier là, grâce à ce service-là, entre autres. Et ça, à ce moment-là, c'est toute la Gaspésie qui peut en profiter? C'est tout le Bas-Saint-Laurent. Pour l'instant, c'est tout le Bas-Saint-Laurent. On veut l'exporter en Gaspésie. C'est un projet très novateur que la ressource a mis en place avec des belles collaborations avec le CI3S du Bas-Saint-Laurent et tout ça. Mais c'est vraiment là, un service qu'on veut exporter. On l'a mis en place au Bas-Saint-Laurent. Il va bien. On avait prévu 50 journées pour l'année de répit. Au 30 septembre, on était à 78 journées qui avaient été offertes. Fait que donc, on est très contents. Donc, on peut vraiment dire que tous ces services-là répondent vraiment à la demande. Et est-ce qu'on est capable de répondre à toutes les demandes? Bien, jusqu'à maintenant, à moins d'une demande extravagante ou qui ne correspond pas à nos critères d'admissibilité, bien sûr, si on n'est pas... notre mission, c'est d'aider les personnes handicapées et leurs familles. Fait que si on n'est pas une personne handicapée, c'est bien certain qu'il y a d'autres organismes, il y a d'autres associations qui existent qui peuvent leur venir en aide. Mais quand les gens arrivent chez nous, on est très conscients, on est le dernier maillon de la chaîne.
S'ils sont chez nous, c'est parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'aide à nulle part ailleurs. Fait que ce qu'on essaie de faire, nous, à la ressource, c'est de s'adapter à leurs besoins plutôt que ce soit le contraire. Et justement, pour aller recueillir ce 326 000-là, un beau spectacle encore une fois cette année. Un beau spectacle le 13 janvier à la salle des Jardins TELUS qui sera présenté, là, bien sûr, avec de beaux artistes, une belle brochette d'artistes. Là. On pense à Guylaine Tanguay, Marc Derry, René Wilkin qui sera là aussi, Pépé et sa guitare sera là, un jeune homme des Îles-de-la-Madeleine, un Gaspésien qui est Benny Jones qui sera là aussi présent avec nous. Des gens de la région, des gens de Rimouski qui seront présents également. Donc, c'est une belle brochette d'artistes. Les gens vont encore une fois être très surpris par toute l'imagination de Nelson Mayville. Donc, un beau 2 heures là, de spectacle. Ça va se dérouler encore une fois ici même à Rimouski. À Rimouski, le 13 janvier, à partir de 19h30. Et durant la semaine, il y aura le montage du Téléradioton qui, lui, sera présenté sur les ondes des télécommunautaires participantes le 21 janvier suivant, le dimanche suivant. Donc, à ce moment-là, les gens pourront faire leurs dons puis à la ressource. Mais ce qui est le fun de cet événement-là, c'est qu'il va être vu partout par la suite. C'est pas centré Rimouski ou le spectacle ici à Rimouski, mais après, on partage tout ça avec les gens là, partout au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie puis aux îles. Et bon, pour les billets, est-ce que au moment où les gens vont regarder l'entrevue, donc ils sont déjà en vente? Ils sont déjà en vente à partir de midi. Salle des Jardins TELUS, Spectre, c'est en vente. Ou sinon, au bureau de la ressource, les gens peuvent s'en procurer également. 35 $ en pré-vente, 40 $ la journée du spectacle. Puis, je le dis tout le temps, ça fait un beau cadeau de Noël. On est à quelques semaines de Noël. Ça fait un beau cadeau de Noël, une belle soirée là, pour les gens qui seront avec nous. Et je pense que le thème est vraiment approprié. Là. Une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire d'amour entre votre organisme, entre la population et vice-versa. Oui, c'est vraiment une belle histoire d'amour, c'est certain. S'il n'y avait pas eu autant de collaboration, de gens qui se sont impliqués au fil des ans et tout ça, c'est certain que la ressource ne serait plus là, elle n'existerait plus. Fait que c'est vraiment de l'amour, c'est ça qui nous a maintenus. Ce qu'on a développé avec nos partenaires, avec nos bénévoles, avec nos donateurs, avec les membres de la ressource, il y a vraiment à travers tout ça une belle histoire d'amour. Et une belle histoire d'amour aussi avec les médias, parce que, encore une fois, aujourd'hui, là, à peu près tous les médias étaient présents. Oui, c'est vraiment particulier, puis d'autant plus qu'à travers tout ce que les médias vivent présentement, tout ce qui se passe partout au niveau des médias, vous savez, nous, ça fait 27 ans qu'on est là. Quand, au départ, tout le monde nous disait ça se peut pas, ça survivra pas un événement comme ça en région. Puis au contraire, puis je suis persuadée, pour les avoir fait les 27, que si on est encore là après 27 ans, c'est parce que les médias étaient avec nous, étaient pas derrière nous, devant nous, puis avec nous pour publiciser l'événement. Parce qu'on aurait beau faire le plus bel événement possible, si on n'en parle pas, personne ne va savoir ce qui se passe. Et aussi, un nom qu'on a oublié de mentionner, je crois. Il est indispensable depuis maintenant 5 ans, Nelson Mayville. Oui, Nelson a vraiment la touche pour monter ce spectacle-là, créer. Écoute, son cerveau doit toujours être en ébullition, ça se peut comme pas. Cette semaine, on avait une rencontre de production, puis là, il disait, les artistes sont tous trouvés, son pacing est prêt, le show est prêt, il est en train de penser déjà à 2025. On est vraiment chanceux d'avoir quelqu'un comme Nelson avec nous là, depuis 5 ans. Donc, sûrement rassurant pour une directrice. Oui, très rassurant, effectivement. On sait qu'au fil du temps, quand on a quelqu'un comme Nelson qui est avec nous, c'est quelqu'un qui connaît bien le milieu, qui a quand même un beau carnet d'adresses d'artistes. Fait que quand il s'adresse aux gens, puis il est auteur-compositeur, fait que quand il s'adresse aux artistes, il a bien compris ce qu'on fait, je pense. C'est surtout ça, il a bien compris la cause des personnes handicapées, donc il est capable de transmettre ce message-là, puis de convaincre les gens de venir en plein mois de janvier dans le Bas-Saint-Laurent. Quand même. Et les billets donc, sont disponibles dès maintenant, mais on en a combien avant, grosso modo? Bien, la salle de spectacle contient aux alentours de 900 personnes, peut-être un petit peu moins le soir du show, parce que là, on a les caméras et tout ça, l'installation, parce que toute la captation se fait le 13 janvier pour être redistribuée, revue le 21 janvier, mais aux alentours de 850 billets. Fait que si on arrivait à tout vendre ça
la directrice sera encore plus heureuse. Donc, on prend son téléphone et on vérifie. Sinon, on va sur le site de la ressource. Oui, bien, c'est possible sur le site de la ressource là, de venir voir les coordonnées pour nous rejoindre et tout ça. Mais comme je le disais, Spector et Rimouski, à partir de midi, c'est en vente. Sinon, vous nous appelez au bureau de la ressource au 418-722-7233. Ça nous fera plaisir de vous garder des billets. Donc, on se souhaite une 27e édition remplie d'amour. Bien, merci beaucoup. Jean-Denis Lapeyrière de la télévision du Rocher-Percé a visité le centre de tri de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles à Grande-Rivière et il nous rappelle l'importance de bien trier nos déchets à la source. Afin de sensibiliser la population à l'importance de bien trier les matières destinées à leur bac de recyclage, nous nous rendons au cœur du centre de tri de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Nous examinerons le processus de tri des matières ainsi que les risques potentiels liés à la présence de matières inappropriées sur la ligne de triage en compagnie de Nathalie Drapeau, directrice générale de la RITMRG. Alors, ici, c'est le centre de tri des matières recyclables, donc le papier, le carton, le plastique, le verre, le métal. Les camions arrivent ici. Ça, c'est la première étape du matériel qu'on reçoit. Les camions arrivent ici et le matériel est déchargé. Ce qu'on a ici, c'est le matériel en vrac. Donc, toutes ces matières-là vont être triées, vont passer sur le système, notre système en boucle. Il va y avoir un pré-tri par les trieurs parce que il y a trop de contaminants qui sont potentiellement dangereux pour nos équipements. Alors, il y a une première étape qui va être... on va monter les matières par les convoyeurs. Alors, le premier convoyeur qu'on voit ici, c'est le premier convoyeur d'amener, si on veut. Puis après ça, ça monte sur le grand convoyeur qu'on voit là-bas. Après ça, ça va se rendre à la table de pré-tri à l'intérieur, qu'on va aller voir. Ici, ce qu'on voit, alors une fois que les matières à la fin, que toutes les matières sont triées, bien, vous voyez, elles sont triées en catégories. On voit le carton, des rejets à retrier. Là-bas, il y a la fibre, donc le papier. Alors, les matières sont vraiment triées en catégories. On va aller voir les équipements en haut. Alors, on a vu tout à l'heure les arrivages qui montaient dans le grand convoyeur. Ces arrivages-là, ils vont passer ici sur la table de pré-tri. Ici, c'est la première étape où on vient retirer toutes les matières qui n'ont pas à se retrouver dans les équipements ultérieurs, okay? qui nous suivent après. Regardez là-bas dans le bac tout au fond. Regarde les lumières de Noël, quand ils sont toutes détachées comme ça, par exemple. Les gros poêlons, les grosses barres de métal. Ça, ce sont toutes des matières qui sont très dangereuses pour notre système, qui peuvent endommager les équipements par la suite. Quand on voit ici les matières sur le convoyeur qui va repartir bientôt, ça, c'est le premier convoyeur qui va alimenter le système en boucle par la suite. Alors, ici, sur ce convoyeur-là, les trieurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont retirer les sacs plastiques, vont retirer les déchets comme la nourriture, les couches, les contaminants qu'on ne veut pas avoir. Donc, et puis les grandes cordes. Tu sais, je vois là-bas qu'il y a des grandes cordes avec des grands fils. Ça, c'est le style de matière qu'il faut absolument retirer du système. Quand on parle de cordons, de fils, de strapping, tu sais, de strapping à palette, là, ça, il faut que ça soit bien attaché ensemble, que ça fasse une accumulation bien attachée, parce que quand c'est en longueur, ça vient tout s'enrouler dans les convoyeurs, et ça vient briser nos convoyeurs. Alors ça, c'est le genre de matière pour lesquelles il faut faire attention. Là, vous allez voir, donc le convoyeur repart. Alors ici, quand on trouve des déchets, tu sais, comme des poches comme ça en plastique, c'est un déchet. Quand on trouve, par exemple, des souliers, ça n'a pas d'affaire ici, ça, les souliers.
Ah, ça, c'est terrible. Donc, toutes les matières qui sont coincées dans les sacs, c'est difficile. On n'a pas beaucoup de temps pour défaire ces matières-là. Alors, c'est important que... Ça c'est risqué pour nous, là. Ça n'a pas d'affaire dans un sac plein, fermé. Alors, on n'a pas le temps de défaire ça. Ça va quand même vite, un sac à déchets avec de la matière puis de la nourriture. Ça prend beaucoup de temps à défaire. On demande aux gens de ne pas mettre les matières dans un sac. Hein? C'est du bardeau. On n'a pas d'affaire. C'est pas une matière recyclable. Le strapping qu'on doit enlever. Alors, tout ça, il y a beaucoup de travail à faire au niveau du pré-tri qui est essentiel si on veut préserver nos équipements derrière. Oui, voilà, ça c'est... Bon, couverture, un tapis. Alors, ça là, c'est quotidien. Puis là, ça, il faut que ça change parce que c'est plus gérable. Là. Ça va être difficile de conserver les équipements en bon état. Parlant d'équipements en bon état, on avait parlé l'automne dernier d'un équipement qui avait été brisé, qui avait coûté à peu près 100 000 $. C'est le convoyeur que vous voyez là. Ce convoyeur-là, il alimente la presse à la fin, c'est-à-dire quand on a fini de trier les matières, qu'on a suffisamment dans la réserve, on va faire des ballots avec. Alors, ces ballots-là, comment ça fonctionne? C'est qu'on monte la matière, puis elle va se diriger vers la presse pour en faire un ballot. Vous voyez qu'il y a des gens qui travaillent sur les lignes. Ça se passe vite. Il y a beaucoup de matière, mais il y a aussi encore beaucoup trop de contaminants. Et ces contaminants-là, avec la quantité d'équipements que vous voyez sur place, on ne peut pas se permettre de gérer ces contaminants-là sans avoir de risques potentiels. Donc, on vous a montré la bouilloire, le gros matelas soufflé, la couverture, les fils. Alors, ces matières-là, il faut comprendre que quand on les retrouve dans les bacs, pour nous, c'est très nuisible. Et puis, c'est pour ça qu'on demande, en fait, la collaboration des citoyens. Je pense que si tout le monde comprend un petit peu plus comment ça fonctionne, le centre de tri, nous, on va être capable de produire des ballots de meilleure qualité, mais aussi de façon plus sécuritaire et plus économique éventuellement, parce qu'on va éviter des bris. Alors, en espérant que vous avez un petit peu plus compris là, ce qui était notre quotidien au centre de tri, moi, je pense que les employés vont être bien contents de transmettre ce message-là, en espérant que les pratiques vont s'améliorer pour nous. Voilà, merci. J'accueille maintenant Geneviève Cyr, qui est la directrice générale de la Télévision régionale des Appalaches. Geneviève, bonjour. Bonjour. Geneviève, s'il vous plaît, parlez-nous d'abord de votre télévision. Moi, je travaille pour la télévision communautaire de la région des Appalaches. Oui. En fait, c'est une télévision qui fête cette année ses 50 ans. Donc, 50 on ans. existe depuis 1973. À la base, c'est une télévision qui avait été fondée surtout par les mouvements syndicalistes, donc comme un moyen de diffusion des revendications. OK. Donc, ça nous laisse des belles archives quand on fouille à l'intérieur de ça. Mais avec les années, la télévision a adouci ses angles et est devenue un peu un moyen de mettre en valeur notre communauté, dans le fond. Vous couvrez Nous, quelle localité? C'est ça, nous, on couvre le territoire de la MRC des Appalaches, Oui. donc c'est-à-dire 19 municipalités. Le Quand même. point centre est la ville de Thetford Mines, mais on va aussi avoir 2 autres secteurs qui sont plus importants, le secteur nord et le secteur sud, avec les municipalités d'East Broughton et de Disraeli. Donc, Maintenant- la MRC des Appalaches, c'est quand même une nouvelle MRC. OK. On a changé de nom. Anciennement, on était la MRC de l'amiante, mais dans le fond, on a dû se défaire un peu de ce carcan-là parce que, entre autres, la ville de Thetford là, a longtemps été une ville mono-industrielle Oui. où il y avait l'exploitation de l'amiante. Mhm. Quand cette exploitation-là s'est terminée, on a dû, dans le fond, travailler fort et tout le monde ensemble pour diversifier, entre autres, notre économie. Donc, on est devenu une région où on retrouve beaucoup, beaucoup de petites et moyennes entreprises. C'est ce qui nous a permis là, de survivre.
Il y a aussi beaucoup de travail qui a été fait là, pour être reconnu comme un pôle récréo-touristique. Bon, Donc, on est maintenant une ville plein air. On a accès là, à un parc national qui est le parc Frontenac. oui. On a plusieurs plans d'eau. C'est possible là, ici, en vivant là, dans notre région, d'aller travailler et 15 minutes après le travail, être sur les pistes de ski au Mont Hadstock. Donc, on est choyé là, parce qu'on a accès facilement à la nature, là. En plus d'avoir une bonne qualité de vie et pas de trafic, heureusement. Donc, il y a plusieurs Mais avantages à venir s'établir ici, là. et Geneviève, vous avez quand même un certain héritage là, de votre passé mono-industriel de l'industrie de l'amiante, parce qu'il y a un centre, il y a de la recherche qui se fait chez vous, notamment par l'Observatoire national sur l'amiante. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, ben on est quand même choyé là, que le Oui. gouvernement du Québec ait choisi d'établir cet observatoire-là dans notre région. C'est un événement là, qui est annoncé depuis peu. Donc, c'est une entente là, présentement qui est pour de 2022 à 2027. Donc, ils OK. sont présentement à mettre en place là, cet observatoire national-là. Ils ont travaillé dans la dernière année là, à structurer l'équipe, le bureau, les communications. Ils ont aussi analysé toutes les données qui étaient disponibles à partir du BAP qui avait Oui. été fait. Puis, présentement, ils sont à la mise en place là, de comités consultatifs et de commissions d'enquêteurs. Donc, c'est une mesure forte là, qui a été présentée par le ministre de l'Environnement. Puis son mandat premier là, est Oui, on vous écoute. d'évaluer les impacts de la présence et de la manipulation des résidus miniers sur la santé des populations, des travailleurs, ainsi que sur la qualité de vie là, des communautés, là. Donc, c'est un enjeu majeur là, pour notre secteur. Et ça se met en place progressivement là, depuis l'an dernier. Oui, c'est ça. Puis ils visent, là, dans le fond, ben là, présentement, ils ont un plan d'action jusqu'en 2027, là. Et on apprenait, dans un autre dossier, on apprenait récemment que votre cégep, là, le cégep de Thetford, est parmi les plus performants au Québec. Ben oui, on est content parce Ben qu'on a oui, été classé là, dans les 10e meilleurs cégeps au niveau canadien en recherche. C'est pas rien pour en nous. recherche, OK? Donc, oui, dans le fond, c'est qu'il y a plus qu'une soixantaine d'experts en recherche, puis une vingtaine d'enseignants-chercheurs là, qui ont établi 113 partenariats avec des entreprises Ah, quand pour même. mener à bien 52 projets de recherche. Donc, c'est quand même des statistiques impressionnantes là, pour nous. On faut se dire que dans notre cégep, il y a depuis quelques années 2 centres collégiaux là, de transfert en technologie. Donc, il y a Coalia, qui est un Oui. centre en technologie minérale et plasturgie. Puis, on a aussi la chance là, d'avoir Kimitech, qui lui fait plus des recherches au niveau de la chimie verte. Donc, tu sais, on est choyé d'avoir cet établissement d'enseignement-là sur notre territoire, puis on est Geneviève, bien fiers là, de leur réalisation. oui, Geneviève, on dirait que votre lourd passé industriel est en train de se transformer en avantage pour la recherche. Ben effectivement, là, dans le fond, on a tiré parti pris un peu de ça, mais ça vient principalement au fait qu'on est une région qui travaille beaucoup en collaboration. Fait que je pense que c'est ça, à travers les années, là, qui nous a Oui. permis de tirer notre épingle du jeu, là, suite aux difficultés qu'on a rencontrées. Mais je vous cacherai pas qu'il y a beaucoup de travail par les intervenants qui ont dû être faits, là, pour arriver à ces résultats-là. Donc, je tenais à souligner leur travail. Oui, puis oui, vous travaillez ensemble. Et puis une des preuves, c'est peut-être ce qui s'en vient. Là, vous parlez d'un colloque sur le développement durable là, qui s'en vient chez vous. Oui, ben c'est une belle annonce que je voulais vous faire part parce que ce colloque-là touche toute la région de Chaudière-Appalaches. Donc, OK? pas seulement notre région, mais toute la région Chaudière-Appalaches. C'est les sociétés d'aide au développement des collectivités Oui. et les centres d'aide aux entreprises On de voit les intervenants, Chaudière-Appalaches. là. On voit les intervenants à l'écran, Oui, justement. Ils sont nombreux, là. en collaboration avec le Fonds Éco-Leader et Synergie Montmagny-Lillet, qui ont décidé là, de créer le congrès Convergence. Donc, c'est un colloque régional en développement durable. C'est une première pour nous là, dans notre région. OK? Et le moteur de ce colloque-là est le développement durable, bien sûr, mais également l'économie circulaire. Donc, c'est de repenser nos façons de faire pour respecter les limites de la Terre.
Donc, présentement, on a plus une façon de faire qui est souvent linéaire, là. On va Oui. prendre l'extraction, transformation, consommation, élimination. Eux, ils veulent, par des conférenciers puis des ateliers, revoir le mode de fonctionnement pour qu'on puisse avoir une économie qui est plus circulaire pour mieux utiliser les ressources, là. Une des preuves, en tout cas, vous mentionniez que les gens ont appris à travailler ensemble. On parle d'économie circulaire, mais il y a également là, une nouvelle activité parce qu'on remet, pour financer, là, vous allez nous expliquer ça, mais le ballon-ballet revient à l'honneur, là. Expliquez-nous un peu comment les gens se regroupent autour du ballon-ballet chez vous, là. Oui, bien, c'est un petit clin d'œil là, à une belle activité de financement que je trouvais bien originale. Oui. Donc, c'est la fondation du Cégep de Thetford qui organise le 2 mars prochain un tournoi de ballon-ballet. Donc, tous les fonds là, de cet événement-là vont aller là, au développement et au maintien des services de qualité là, pour les programmes de formation. Oui. Mais je trouvais très original là, de remettre à la mode, là, dans le fond, le ballon-ballet. Donc, si vous avez envie de venir nous faire un petit coucou, bien, vous pouvez venir pendant la semaine de relâche. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir là, dans notre belle région. Oui, bien, Geneviève, merci. Puis je vais également mentionner, vous avez du skidoo dans la région également. Il y a des pistes, ça circule. Vous avez une industrie, parce que vous nous dites que vous êtes dans le touristique également comme tournant. Oui. Donc, les gens qui peuvent aller vous voir avant le mois de mars, on peut y aller en skidoo aussi. Sinon, bien, On a déjà beaucoup de neige. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que vous Déjà acceptez... beaucoup de neige, je peux venir. Est-ce que vous acceptez les équipes de ballon-ballet de l'extérieur? Oui, j'imagine que s'il y a des gens qui voulaient se former une équipe, ça ferait plaisir de les accepter. Geneviève Cyr, ça a été un plaisir de faire cette converse avec vous et je vous dis à la prochaine. Merci. Le froid et la neige s'installent peu à peu au Québec et Charles Laviolette de CJSR nous apprend que le Québec compte 32 tronçons d'autoroutes d'hiver et surtout, il nous rappelle l'importance d'ajuster sa conduite aux conditions hivernales. Il est tombé un peu plus de 50 cm de neige dans la région de Québec en novembre, alors que la normale est de 32 cm. La couverture de neige est actuellement en moyenne de 24 cm de neige au sol, alors que la normale est d'un peu moins de 10 cm en ce temps de l'année. Malgré donc le couvert de neige qui est légèrement hâtif, Environnement Canada prévoit des températures moyennes supérieures aux normales dans l'ensemble du pays en vue de l'hiver 2023-2024. Cet hiver doux est surtout attribuable au phénomène climatique El Niño qui sera particulièrement présent cette année. Encore cette année, 32 tronçons de route se trouvant partout au Québec seront des écoroutes d'hiver. Dans Portneuf, on trouve une seule écoroute d'hiver, elle se trouve à Rivière-à-Pierre. En effet, sur la route principale de cette localité du nord de Portneuf, on minimise le sel de déglaçage qui est utilisé pour dégivrer la chaussée durant l'hiver. Car c'est ça l'idée des écoroutes d'hiver, réduire ou même éliminer l'usage du calcium, principalement pour minimiser l'impact sur les environnements aquatiques. Sur les tronçons de route concernés, le ministère utilise plutôt des abrasifs, comme par exemple de la pierre. Sur les routes de la région de la capitale nationale l'hiver passé, on a étendu environ 72 000 tonnes de sel de déglaçage. Même si le programme des écoroutes d'hiver existe depuis 2008, le ministère des Transports et de la Mobilité durable n'a toujours pas dévoilé publiquement de rapport qui indiquerait si, oui ou non, ces mesures ont un impact réel sur les cours d'eau et si la sécurité routière est affectée. Mais peu importe l'état des routes, il faut toujours adapter sa conduite aux conditions hivernales. Suite à la tempête de lundi, nous avons rencontré André Fauché, propriétaire du garage Clément Fauché, qui a dû remorquer une douzaine de véhicules suite à des sorties de route dues aux conditions glacées. Les pneus d'hiver, c'est important. Avec les 4 saisons, c'est pas suffisant. Le 4 saisons n'a pas la propriété à moins 10, moins 15 d'avoir un caoutchouc mou. Ça prend un pneu d'hiver. Le pneu d'hiver, c'est plus adéquat pour le climat qu'on a au Québec, dépendant de la région, soit à neige ou à glace. C'est obligatoire à partir du 1er décembre. On est rendu le 4 décembre. Il y a beaucoup de retardataires encore cette année qui n'ont même pas acheté le pneu d'hiver encore. Les voitures sont dans le stationnement et attendent leur tour. La proportion, c'est à peu près 10 10 de retardataires pour les pneus d'hiver.
Cette année, on dirait que c'est pire que d'habitude. Le budget n'est pas là pour les pneus. Moi, je suis quelqu'un qui est plus pneus à crampons. On a beaucoup de verglas. C'est un point de plus sur notre côté. Pneu à neige sur la glace, ben, il va être plus glissant qu'un pneu à crampons. Fait que ça aide un peu plus sur la glace. Le monde retourne de plus en plus aux pneus à crampons. D'une année à l'autre, les ventes augmentent tout le temps. On est affilié CA, fait que sur les routes, on en fait beaucoup. Les routes secondaires, c'est plus glissant, plus d'accidents. Le monde, ça n'adapte pas leur conduite au climat et à la chaussée. C'est sûr, sur la chaussée, c'est asphalte, tu peux rouler normalement, mais si tu es sans neige ou sans glace, il faut que tu diminues ta vitesse si tu veux être sûr de ne pas déraper. 50 % de ceux qui prennent le fossé sont mal chaussés, puis l'autre 50 % conduite excessive. Ça roule à 90 dans des routes secondaires. Fait qu'ils arrivent dans une courbe, ils ne s'avirent pas ou ils dérapent carrément. La journée de tempête de lundi, on a entre 12 et 13 qui ont été remorqués. Donc, 6 accidents causés par pas d'adaptation à la route, 2 avec des pneus 4 saisons. Les stations de ski du Québec investissent beaucoup d'argent et d'efforts pour garantir aux skieurs les meilleures conditions de glisse possibles à l'approche du temps des fêtes. Et Lydia Duchesne de TVCO s'est rendue au massif de Petite-Rivière-Saint-François pour comprendre comment on fabrique de la neige artificielle. Nous sommes le 30 novembre 2023 et Dame Nature a été généreuse pour les amoureux des pentes en nous offrant une belle bordée qui permettra l'ouverture des montagnes de la région dès le 2 décembre. Bienvenue dans la piste Desjardins qui se situe dans le secteur Camboul du massif. Je vais vous expliquer quelque chose tout de suite. On se pose souvent la question, c'est quoi la différence entre un massif et une montagne? Alors, il y en a une. Un massif n'a pas de versant. Donc, on va souvent entendre parler d'un versant nord, un versant ouest, un versant sud. Bien, nous, ici, il n'y a pas de versant. On est un massif, donc il y a seulement un côté du massif qui est exploité, par contre, dans des secteurs différents. Donc là, on se situe dans le secteur Camboul. Le secteur Camboul, c'est toujours le secteur où on a la neige qui arrive le plus vite dans la saison. Et c'est au Camboul également qu'on a la neige qui quitte le plus tard dans la saison au printemps. Oh oui, moi, le cringueux. Alors qu'une équipe s'affaire à démonter les systèmes d'enneigement de la piste Desjardins, Vincent Dufresne nous présente tout le travail effectué depuis le début des opérations il y a une quinzaine de jours. En début de saison comme ça, les premiers envois de neige artificielle qu'on fait, on fait exprès pour la garder vraiment plus mouillée un petit peu, pour créer une base qui permet justement au printemps d'avoir une base solide. On parle souvent, là, dans les conditions de glisse, on va parler de neige poudreuse sur une base ferme. Bien, justement, ce qu'on produit comme neige au début de saison, c'est la base ferme qu'on veut avoir le plus longtemps possible. Puis qu'on veut qu'au printemps, qu'on garde le ski le plus longtemps au fait, c'est aussi que le soleil, quand il va plomber dans la piste, ne vienne pas faire fondre. Donc la neige artificielle est beaucoup plus résistante au soleil que la neige naturelle. Puisque la météo est changeante et que la neige naturelle est toujours la bienvenue, l'équipe d'enneigement doit continuellement s'adapter aux variations de température. Notre équipe, il s'adapte justement à la température. Donc là, aujourd'hui, justement, là, on a une température qui est beaucoup plus douce. Donc là, on arrête l'enneigement. Là, ici, dans le secteur, on l'arrêtait de toute façon, mais il y a des secteurs où, aujourd'hui, on ne fera pas de neige parce qu'on ne produirait pas une qualité de neige qu'on désire. Donc là, on va plutôt planifier l'installation de ce qu'on prévoit pour cette nuit, où on va retomber dans des températures qui sont propices pour l'enneigement. Et cette nuit, bien, on va déployer vraiment les secteurs, donc la petite rivière, le secteur brise-glace au niveau de proximité du Club Med. Donc, on veut vraiment donner l'accès le plus vite possible dans la saison jusqu'à la base de la montagne. Oh oui, moi, le cringueux. La quantité de neige, on la calcule en gallons par minute. On appelle ça des GPM là, dans les rapports et tout. Donc, on produit en gallons par minute, là, c'est 4500 gallons par minute qu'on prend d'eau présentement
pour produire toute la neige. montagne. Sur la montagne, sur le secteur qu'on enneige présentement. Donc, c'est le maximum de gallons par minute qu'on peut prendre par période d'opération d'enneigement. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on se déplace secteur par secteur dans la montagne. Pour fabriquer cette énorme quantité de neige artificielle, les stations de ski doivent s'approvisionner en eau et la distribuer partout sur la montagne. C'est à la station de pompage que prennent place ces opérations. Là, on est dans la station de pompage principale du massif de Charlevoix. Donc, c'est ici vraiment là, que tout se passe au niveau de l'arrivée de l'eau. On a 2 points d'eau qui sont naturels. Donc, la rivière Lombrette, qui depuis 2 ans maintenant existe. Et on a le lac Tourville. Le lac Tourville, depuis le tout début, qu'on fait de l'enneigement artificiel ici au massif, c'était le lac Tourville dans lequel on puisait l'eau. L'eau du lac Tourville, l'eau de la rivière Lombrette, s'en vont par conduit des gros tuyaux là, qui ressemblent carrément à ce qu'on voit derrière comme ça. Donc, l'eau de la rivière et du lac s'en va de par ces conduites d'eau-là vers un réservoir. Le réservoir, on le voit le long du chemin du massif au sommet. Quand on passe, ça a l'air d'un gros beau lac, mais c'est le réservoir d'eau. Et de ce réservoir-là qu'on garde toujours plein avec justement l'alimentation en eau des 2 cours d'eau, donc la Lombrette et le lac Tourville, bien, on amène cette eau-là du réservoir vers ici, dans la station de pompage. On voit ici, là, sur le tuyau, on voit que c'est écrit que c'est le tuyau principal. Donc, ce tuyau-là, c'est de là qu'arrive l'eau du réservoir. Et après ça, on voit l'ensemble des autres tuyaux sans faire la nomenclature de chacun, mais chaque tuyau a sa nécessité et envoie l'eau à des endroits précis dans la diffusion, là, dans la montagne. Au massif, 2 principes sont utilisés pour acheminer l'eau jusqu'aux perches d'enneigement, par voie gravitaire et par voie de compression. Contrairement au système plus ancien, il n'est plus nécessaire d'ajouter des produits à l'eau pour créer la neige artificielle. C'est plutôt grâce aux systèmes de buses qui sont au bout des perches que la gouttelette d'eau se transforme en flocon au contact de l'air. La beauté des nouveaux systèmes avec les perches, c'est que tout est contrôlé par ordinateur. Donc, la nuance est importante. On produit beaucoup plus rapidement la mise en place de notre enneigement grâce à ces systèmes-là qui sont toutes faites là, vraiment propulsées avec un logiciel. Donc, à même mon bureau, je peux décider qu'on voit, exemple, la météo. OK, là, le secteur de la piste Desjardins, la météo, elle nous indique qu'on tombe à -8 maintenant. Tandis que là, pendant qu'on est en train d'enneiger dans la Gagnon, par exemple, dans la Gagnon, on voit que la météo est à -4. Donc, les perches automatisées dans ces 2 secteurs-là font en sorte que de l'ordinateur, j'arrête la propulsion d'eau dans les perches où il fait -4, puis je décide que j'envoie ça là où il fait -8 pour avoir une meilleure qualité de neige. Ces nouveaux systèmes dernier cri, appelés Snowfy, côtoient tout de même des systèmes plus anciens comme le canon Turbo-Cristal, qui reste toujours utile dans certaines circonstances. Les endroits qui sont avec une proximité des bâtiments ou des endroits plus restreints, on va utiliser ce type de canon-là. C'est ce qu'on fait ici justement pour amener l'enneigement au niveau qu'on se doit d'avoir pour l'ouverture de samedi. Dernière étape de la préparation des pistes, le damage vise non seulement à aplanir les pistes, mais aussi à bonifier l'expérience de glisse des visiteurs. On voit présentement le travail de notre dameur. La machine dans laquelle il se trouve, c'est une Bison, donc de la marque Prinote, qui est notre partenaire au niveau de tout ce qui est damage ici sur la montagne. Et on voit derrière, il y a justement un treuil qui sert à damer les pistes quand on est dans des pentes qui sont vraiment abruptes. Donc, on va s'attacher avec le câble du treuil après les prises qu'il y a dans les pistes. Et la dameuse, elle, il faut toujours remonter la neige vers le haut de la montagne parce que automatiquement, les gens en skiant descendent la neige. Donc, ça prend le treuil pour aider la machine à se tirer et on pousse la neige vers le haut. On repasse ce qu'on appelle la fraise. Donc, ça, c'est les couteaux qui font le beau corduroy qu'on voit derrière. À
À chaque tombée de neige importante, un plan de damage est élaboré. Lors d'une tempête de neige, on va toujours sortir l'opération de damage très tôt dans le soir même. Donc, le but, c'est de garder la neige au sol. Donc, on ne veut pas que le vent fasse disparaître la belle neige naturelle qui arrive. Donc, à ce moment-là, on sort le plan de damage aux alentours de 20 heures dans ce temps-là et on travaille la neige pour la compacter au maximum. Et après qu'on a fini la compaction, quand on est en mesure d'arriver là, vers 4h, 4h30 du matin, bien là, on sort les opérations de préparation de piste. C'est sûr que là, si la tempête continue, c'est différent. On laisse la poudreuse. Mais quand la neige va arrêter, bien là, à ce moment-là, les couteaux derrière vont vraiment faire un mixage de toute cette belle neige-là, vont venir la compacter. Et le tapis qui suit derrière fait le beau corduroy. Donc, c'est ce qu'on est habitué de voir dans les meilleures conditions de glisse. C'est ce que les gens ont comme attente aussi. La qualité des équipements est importante pour garantir les meilleures conditions de glisse possibles. C'est pourquoi l'achat d'une nouvelle dameuse est fait à chaque année au massif de Petite-Rivière-Saint-François. Un investissement d'environ 700 000 $ par machine. On travaille pour 2026, donc c'est dans 2 ans, pour être, en collaboration avec Prinote, la première montagne qui va avoir une dameuse, mais à carburant hydrogène. Donc, ça serait vraiment une machine qui fonctionnerait qu'à l'hydrogène, aucune émission de carburant, gaz à effet de serre et tout. Alors, pour nous, c'est ça on vise, d'arriver avec l'électrification de nos systèmes et l'utilisation de l'hydrogène également. Cette année, c'est plus de 500 employés qui sont en poste pour assurer les opérations de la montagne. La plus grosse équipe de l'histoire du massif. À cela s'ajoute une centaine de bénévoles qui viennent prêter main forte. Valérie Pinault de Télévague a rencontré des organismes communautaires et des bénévoles de Passepébiac à Chandler qui participaient à l'opération de la Guignolée. Les collectifs alimentaires, ça fait quand même plusieurs années qu'ils s'impliquent parce que au fond, on s'est toujours impliqué pour remplir les formulaires des paniers pour les gens, puis tout ça, étant donné qu'on est l'organisme qui lutte à la sécurité alimentaire et répondre à ces besoins primaires-là au niveau des populations en situation de pauvreté. On aime ça, à chaque année on aide, puis du monde est très généreux. On essaie d'arrêter les camionneurs en passant, on va profiter qu'ils passent, puis ils sont très généreux. Ça se passe très bien. On est à peu près où on était l'année passée en termes d'argent ramassé, autour de 25 000 $. L'année passée, on a pu aller ramasser à peu près 33. Donc, on va être bon pour au moins faire comme l'année passée, même un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des entreprises, des organismes qui ont fait des levées de fonds ou des événements spéciaux pour la Guignolée? Cette année, on a un partenariat spécial avec CHNC. Évidemment, eux, ils sont impliqués dans le Grand Guignolée de Média. Mais cette année, ils ont fait un spectacle bénéfice il y a à peu près une semaine et ils ont ramassé à peu près 1 000 $ pour la Guignolée. Ça serait quoi l'impact de la Guignolée sur la communauté? Bien, ça permet aux gens, dans le fond, de passer un temps des fêtes qui est un peu comme ceux de tout le monde, dans le fond, parce que c'est des gens qui font la demande, qui ont déjà de la difficulté à y arriver, qui vont être très serrés. Puis quand tu es témoin de tout le monde autour qui est capable de donner, qui est capable de passer un temps des fêtes bien entouré, et puis là, ça devient comme une difficulté pour plusieurs de recevoir de la famille ou d'avoir un petit quelque chose à donner à ceux qui aiment parce qu'ils sont occupés à couvrir leurs besoins primaires alimentaires. Fait que là, ça vient permettre qu'on donne cet argent-là pour qu'on puisse se payer un beau repas du temps des fêtes, avoir de quoi se nourrir et puis peut-être avoir quelques sous pour avoir un temps des fêtes qui est décent. Ça fait 23 ans que le Carrefour Jeunesse, le CJA Option Emploi, dans le fond, est impliqué à titre de collaborateur avec le Centre d'action bénévole Gascon-Percé
Pourquoi impliquer les jeunes? Bien, je pense que c'est de démontrer aussi la valeur du bénévolat. Je pense que une communauté ne peut pas survivre sans ses bénévoles, sans bénévoles. Il y a aussi tout l'aspect de faire la démonstration qu'il y a des actions qui sont prises dans notre communauté pour aider les gens les plus démunis de notre communauté, de notre secteur en fait. Puis peut-être aussi donner un petit coup de pied dans le derrière pour savoir pour se dire, ben oui, il faut que je prenne ma vie en main, puis si je veux pas éventuellement aussi me retrouver dans cette situation-là où je vais devoir peut-être demander de l'aide à ce niveau-là. Donc, il y a plein d'objectifs reliés à ça. En fait, on espère, à travers toutes ces années-là de collaboration, que ça a porté fruit, mais on le sait que ça a porté fruit. Est-ce que c'est ta première expérience à la Guignolée? Oui. Pourquoi tu veux t'impliquer? Pour aider ma communauté, pour aider les gens le plus dans le besoin. Je trouve que c'est une bonne cause. Les gens sont-ils généreux? Oui, ils sont très généreux. On a reçu un bon montant de dons. Ça commence à être lourd. Oui. Est-ce que tu aurais un message à lancer pour les gens pour la Guignolée ou le temps des fêtes? Tout le monde passait un bon temps des fêtes, puis soyez généreux. Aujourd'hui, c'est la Guignolée. Mais si vous n'avez pas eu la chance de donner, vous pouvez toujours vous rendre au Centre d'action bénévole Gascon-Percé pour donner généreusement. On sait que l'insécurité alimentaire on vit un moment assez sérieux à ce niveau-là. Donc, c'est pas seulement à Noël, mais c'est aussi à l'année. Est-ce que c'est ta première expérience à la Guignolée? Oui, c'est ma première expérience. Comment tu trouves ça? Je trouve ça super hot. Les gens, ils sont-ils généreux? Ah, super. Ils ont donné des 20, des 10. Moi, je m'appelle Mélanie Gagnon, je suis bénévole partout. Et qu'avec le sourire que j'ai, c'est dur de ne pas m'en donner. Hein? Fait que le monde m'en donne. La canne est quasiment à peine. Les dons en ligne, ça va jusqu'au 13 décembre. Et évidemment, on peut faire ça en ligne avec le code QR qui se trouve sur la page Facebook à CASA, Family Ties, le collectif et le CAD. Le Père Noël. Est-ce que les gens sont généreux cette année? Très généreux. Je ne croyais pas qu'ils avaient été si généreux que ça. Je pense qu'on va battre l'argent de l'année passée, si ça continue. Est-ce que vous auriez des vœux à faire pour le temps des fêtes? Les vœux que tout le monde soit en bonne santé. Et je leur souhaite beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. C'est l'opération Nez Rouge un peu partout au Québec en ce moment. Et Natacha Marleau de C'est sur la télé s'est rendue au centre de commandement de l'opération Nez Rouge pour la région de Vaudreuil-Dorion. Le 24 novembre dernier, Opération Nez Rouge lançait sa 40e année d'opération. Nous sommes allés rencontrer des membres de l'équipe de bénévoles à la centrale Vaudreuil-Soulangeoise, située à l'Omnicentre à Pincourt. Hey, c'est ce soir que ça commence? Oui, on est fébrile. Ce soir, c'est la première soirée de l'Opération Nez Rouge pour 2023. On remet à quelle fondation? Tous les dons qui sont récoltés cette année, dans le fond, pour Opération Nez Rouge sont remis à Répit le Zéphyr, qui est un organisme à but non lucratif qui a comme mission d'offrir du répit aux familles naturelles qui ont des enfants avec un diagnostic de DI et ou de TSA, donc de déficience intellectuelle ou de trouble du spectre de l'autisme. Ça fait combien d'années vous êtes pour Opération Nez Rouge? C'est ma 19e année. J'ai commencé comme tout le monde en faisant des raccompagnements. Je suis allé sur l'équipe de la mascotte et là, ça fait 7 ou 8 ans que je suis répartiteur. Qu'est-ce qui vous motive? Bien, de faire la différence, puis tu sais, de me dire que s'il y a du monde qui peuvent se rendre chez eux, tu sais, en sécurité. Puis la gang ici, c'est comme une famille, fait qu'on a du fun. D'ailleurs, je pars de Saint-Hubert pour m'en venir ici parce que c'est ici que j'ai commencé. Ça fait combien d'années vous travaillez pour Opération Nez Rouge? Moi, ça va faire au moins 7 ans. Fait que vous vous occupez de l'alimentation? Oui. Moi, je fais de la soupe maison. Ouh! Là, c'est la bœuf et orge ce soir. Mais moi, je la fais. Moi, c'est ma façon de donner. Qu'est-ce qui te motive? Le social après la pandémie, je pense. Mais là, Nez Rouge doit commencer à être connu. Oui, quand même. Tu sais, là, j'espère... Après 40 ans, j'espère. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? J'ai commencé ma première année, je crois, c'était en 2019. Ce soir, qu'est-ce que tu fais? Ce soir, quasiment tous les soirs, on commence avec un tour d'un restaurant avec notre fameuse mascotte Nez Rouge. Il y a combien d'équipes, saviez-vous, cette année?
Ça varie à tous les soirs. Au début, il y en a moins, puis dans les grosses soirées, on peut avoir j'ai déjà vu jusqu'à 29 équipes. 3 personnes. Un chauffeur, ce qu'on appelle nous autres un partenaire, puis l'escorte motorisée, qui est la personne qui prend son véhicule puis qui amène l'équipe aux différents appels. À tous les soirs, vous pouvez présenter à la centrale. On a des formulaires. Le site opérationnerrouge.com. Et vous choisissez votre région, devenez bénévole, puis on prend tout le monde. Comment on fait si on veut vous contacter? On peut passer par l'application d'Opération Nez Rouge. On peut utiliser le numéro de téléphone qui est le 450-424-4011. On est en fonction tous les vendredis et samedis jusqu'au 31 décembre et on va aussi être en fonction le jeudi 21 décembre et le dimanche 31 décembre. Hey, salut la gang. Merci d'être là cette année encore. On va repartir encore sur la route ce soir. On a 2 demandes de party. Donc, ce soir, un peu comme d'habitude, promotion de Nez Rouge. On fait attention. Le Grand Orchestre de Joliette compte parmi ses musiciens la violoniste Danielle Yvon, qui est également la directrice générale de la station de télévision CTRB. Elle nous a fait parvenir un extrait de concert où le Grand Orchestre de Joliette accueille la chorale de l'école Les Cascades de Rawdon pour interpréter un grand succès de la musique québécoise, « Quand les hommes vivront d'amour ». Je vous demanderai le même tonnerre d'applaudissements tout à l'heure pour accueillir la chorale des Cascades. On peut les applaudir. Pas toutes, là. Ben oui, mais... Donc, encore là, on a usé un peu d'imagination pour pousser le concept de Noël un peu plus loin. Puis, pour la première pièce, c'est « Quand les hommes vivront d'amour ». Puis, je leur ai posé la question. C'est elles-mêmes qui vont l'introduire. Donc, on vous présente notre version à nous de « Quand les hommes vivront d'amour ». Si on arrête la guerre, il y aura plus d'harmonie et plus de passion dans le monde. Ce serait plus simple si tout le monde vivrait d'amour. La famille, Noël, c'est important aussi de le célébrer en famille, de les cadeaux. Il y a beaucoup d'enfants que pour eux, c'est tout ce qui compte à Noël, sauf qu'en vrai, tout ce qui compte, c'est la famille. Il faudrait arrêter la guerre. Il faudrait que les hommes arrivent à s'entendre et qu'il y ait de l'harmonie entre tout le monde. Il n'y aura plus de misère. Les soldats seront autour à nous. Mais nous serons morts, mon frère.
On termine cette émission avec des images de la parade du Père Noël à Montmagny. Et j'en profite pour vous souhaiter, au nom de toutes les télévisions communautaires qui participent à la réalisation de ce bulletin des régions, de joyeuses fêtes. On se retrouve en janvier.